l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes coagulants, c'est Vince de l'école du jeu et aujourd'hui je me lance dans un type de vidéo que on n'a pas encore faite et ça me tentait de le faire, ça faisait un petit bout de temps que ça me travaillait et j'ai envie de vous faire un blabla ludique mais relié à la théorie du jeu de société. Je suis professeur dans la vie et moi ce qui me passionne c'est de savoir le pourquoi du comment. Si quelque chose fonctionne, si quelque chose fonctionne pas ou si quelque chose vient me chercher ou ne vient pas me chercher, j'aime ça faire une introspection mais aussi être capable de comprendre les rouages, l'engrenage qui est derrière chaque chose. Et le jeu de société me permet vraiment de le faire parce que chaque jeu est un puzzle en soi et j'aime être capable de replacer toutes les pièces du casse-tête et vraiment comprendre le jeu dans son ensemble. Et aujourd'hui, pourquoi ne pas commencer ce type de vidéo-là avec une hypothèse à laquelle je suis arrivé. Je réfléchissais à ça tout bonnement, comme d'habitude, avant de dormir. Mes 15 hamsters dormaient pas et venaient de se nourrir. Et là, je réfléchis. À un moment donné, j'arrive avec cette idée-là. Je la gribouille le lendemain matin. Et là, ça travaille pendant quelques mois. Et je me suis dit, bon, tant pis, je vais faire une vidéo là-dessus. M'aller m'acheter un gros tableau blanc. J'ai regardé sur Kijiji et j'en ai trouvé un pas trop cher. Et je vais vous partager cette hypothèse au niveau de l'interaction. Pour être capable de créer une hypothèse, il faut que tu sois capable de te baser sur des choses qui sont objectives. Et oui, dans notre monde aussi subjectif et personnel et individualisé, il y a encore des choses qui sont objectives. Et dans le jeu de société, selon moi, il y a deux choses qui sont réellement objectives, c'est-à-dire c'est-à-dire on a un niveau d'interaction. Donc, ma charte se base sur un schéma de X et de Y. Donc, Y ici, c'est l'interaction. Donc, jusqu'à quel point que l'interaction est nécessaire pour que le jeu existe. Donc, on aurait 0 et 10 ici. Je vous donne un exemple très simple. Le 0 serait représenté probablement Y égale 0. Ça pourrait être le solitaire, par exemple. Parce que le solitaire, c'est un jeu que l'on peut jouer sur notre ordinateur par nous-mêmes, tout seul, sans avoir besoin d'autrui pour être capable d'y jouer. Alors que le 10, selon moi, ça pourrait être un jeu qui est le loup-garou. Tiens, le loup-garou, c'est simple, si tu joues à ça tout seul, probablement que tu es schizophrène. Mais encore là, je veux pas juger personne. Si tu aimes ça, jouer au loup-garou tout seul dans ton salon, continue. Écoute, on trouve du fun dans tout et dans rien. Mais sinon, autrement, le loup-garou a besoin de d'autres êtres humains. Et plus qu'il y a de l'interaction dans le loup-garou, plus c'est intéressant d'y jouer. Donc voilà. Donc je suis pas en train de juger le loup-garou, je suis pas en train de vous juger à la maison, je suis juste en train de vous expliquer loup-garou, interaction importante, donc nécessaire au jeu. Donc c'est un 10. Les X maintenant. Les X vont se baser sur un côté négatif et un côté positif. Ici, on va avoir dans le continuum du 0 à 10, c'est le côté opportuniste que je vais appeler. Je parle énormément de ça d'ailleurs dans mes vidéos, mes quoi de neuf, quand je fais une critique d'un jeu, je parle de l'interaction opportuniste et l'interaction qui est restrictive. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Opportuniste, qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'une interaction qui est opportuniste, c'est qu'une fois qu'un joueur a terminé son tour de jeu après avoir fini toutes ses actions, eh bien, le joueur va avoir ouvert des avenues, des nouvelles possibilités, va avoir créé de nouveaux horizons pour le prochain joueur. Je pourrais vous donner plusieurs exemples de ça. On pourrait avoir, par exemple, un jeu de Martin Wallace qui se nomme Via Nebula, qui est très intéressant pour cette petite mécanique-là, où est-ce que les joueurs vont placer des tuiles vertes sur le plateau, et ces tuiles-là n'appartiennent à personne, mais par contre, tout le monde va pouvoir les utiliser. Évidemment, tu vas en poser sur le plateau principal, simplement parce que quand tu vas avoir vidé ton stack de petites tuiles vertes, tu vas être capable d'obtenir des points. Mais non seulement ça, c'est que ça crée aussi des chemins pour les autres. Donc ça, c'est un type d'interaction opportuniste. L'autre joueur termine son tour. Moi, ça m'a ouvert une nouvelle avenue.
Autrement, on pourrait avoir des jeux de négociation. La plupart des jeux de négociation, souvent, on est ouvert à de l'opportunisme parce que on part avec quelque chose, on part avec un bien quelconque, et ce bien-là, en soi, va faire en sorte qu'on crée des opportunités aux autres joueurs et les autres joueurs nous en créent parce qu'on fait de l'échange pour ce qu'on a réellement besoin. Alors qu'on s'en va dans le côté restrictif. Le côté restrictif, qu'est-ce que c'est? C'est qu'un joueur, une fois avoir terminé son tour, complété ses actions, va avoir fermé des avenues, va avoir closé des chemins qui va nous empêcher de pouvoir faire, admettons, notre tour comme on aurait voulu l'avoir ou encore, tout simplement, nous restreindre dans nos options. La plupart des placements d'ouvriers fonctionnent de cette manière-là, puisque un placement d'ouvrier, dans sa plus simple forme, je vais placer un de mes ouvriers sur un espace et cet espace-là est bloqué pour les autres joueurs. Donc, on a une interaction qui est restrictive puisque ce que je vais faire restreint les autres joueurs plutôt que leur donne des opportunités. Maintenant, encore une fois, c'est une hypothèse. Donc, selon moi, il y a un graphique qui deviendrait assez clair si on avait l'opportunité de placer tous les jeux de société qui existent depuis la nuit des temps dans ce graphique-là. Selon moi, la charte créerait quelque chose comme ceci. Et la raison est simple, c'est que plus un jeu a besoin d'interaction, plus on va avoir une interaction qui est restrictive ou opportuniste, et au contraire, moins qu'il y a d'interaction, ben moins que ce que les autres vont faire va t'affecter, donc ce ne sera pas restrictif ou opportuniste nécessairement. Donc selon moi, ça créerait cette ligne-là. Je ne l'ai pas encore faite et je ne pense pas faire cette activité-là dans mon temps libre, peut-être dans une étude universitaire, qui sait. Bref, donc selon moi, ça créerait cette espèce de vague-là. Donc, pour vous donner des exemples maintenant de ce que j'entends par tous ces jeux-là. En passant, il y a des exceptions. Tu sais, je dis ça que c'est la règle générale, mais il y a des jeux qui se retrouvent là, qui se retrouvent là, qui se retrouvent là, qui se retrouvent là. Il y a vraiment des exceptions à la règle dans ce que je dis là. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que c'est exactement ça. Je ne suis pas en train de mettre tous mes œufs dans le même panier. Je suis juste en train de vous dire que ce serait probablement à ça que ça ressemblerait au final bâton. Maintenant, je vais placer quelques jeux que je connais bien, avec lesquels je suis à l'aise et que j'avais déjà placé dans cette charte personnelle. Donc, le premier jeu que j'ai envie de vous parler, comme d'habitude, ça va être Sidereal Confluence parce que j'adore ce jeu-là. Comme j'ai dit tantôt, les jeux de négociation se retrouvent probablement dans le spectrum le plus élevé à droite dans cette charte-là, ce qui va faire en sorte que Sidereal Confluence risque de se retrouver dans le 10,10. Donc, je vais juste marquer SC. Vous comprendrez que c'est pour Sidereal Confluence et non pas pour Super Cosmétique. What the f... Donc, ici, 10-10, qu'est-ce que je veux dire? C'est que l'interaction dans le jeu est nécessaire pour que le jeu puisse exister. S'il n'y a pas d'interaction, on ne peut pas jouer à Sidereal Confluence parce que tout est basé sur la négociation que l'on fait à autrui. Maintenant, dans Sidereal Confluence, nos machines personnelles vont produire des ressources. Et ces ressources-là sont vraiment faites pour que notre batch d'affaires qu'on a à chaque tour, ben, elle est utile aux autres joueurs et elle nous est inutile complètement. Ce qui fait en sorte que on va se retrouver avec une interaction qui est opportuniste pour les autres. On échange. En faisant des échanges, en faisant des actions, en faisant son tour de négociation, ben, les autres nous amènent davantage de possibilités pendant la prochaine phase du jeu. Et nous, on offre davantage de possibilités aux autres joueurs une fois que la phase de négociation est terminée. Maintenant, évidemment, il y a une partie qui est un peu restrictive au niveau de l'interaction, c'est-à-dire les enchères dans la troisième phase du jeu. Mais je ne rentrerai pas là-dedans nécessairement. Je parle juste qu'en général, la phase de négociation de Sidereal Confluence est vraiment dans le 10,10. On pourrait continuer à se débattre là-dessus, mais ça ne me tente pas. Je veux juste me réduire à ça. Donc voilà. Et autrement, il y a une phase qui est faite de façon individuelle, mais encore là, je ne veux pas parler de ça. On va s'en aller de l'autre côté du spectrum. L'autre côté du spectrum, eh bien, on aurait probablement des jeux coopératifs qui sont sujets à avoir un joueur alpha autour de la table. Je vais donner l'exemple de Pandémie. Donc, Pandémie, selon moi, se retrouverait probablement dans le moins 10,10. Et la raison est simple, c'est que
pour qu'on puisse être capable de jouer et de bien jouer à Pandémie, eh bien, il nous faut l'interaction entre tous les joueurs. Donc, l'interaction est nécessaire pour avoir le meilleur possible du jeu. Mais le problème, c'est que l'interaction est restrictive, dans le sens où est-ce que... et là, je veux que ce soit clair. Je ne suis pas en train de dire que Pandémie n'est pas bon ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il se retrouve dans cet endroit-là. Et c'est parfait comme ça parce qu'un jeu qui est restrictif dans son interaction et pas nécessairement négatif. Je vais me placer comme ça. Un jeu qui est... donc, Pandémie, la raison pour laquelle je le place là, c'est parce que... quand on parle aux autres joueurs dans Pandémie, on discute des différentes opportunités de jeu. Maintenant, si je dis, ben, je vais aller à Los Angeles, puis je vais aller retirer un cube, puis je vais construire une bâtisse à Los Angeles, eh bien, ça se peut que ce soit pas la chose la plus optimale à faire pendant mon tour et que là, le joueur ayant le plus d'expérience va me dire, non, 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 tu vas pas faire ça, tu vas aller voyager à, je sais pas moi, à Tokyo et tu vas aller retirer tous les cubes de Tokyo parce que tu es capable de pouvoir le faire étant donné que tu as tel pouvoir. Donc, de plus en plus, ce qui se passe, c'est que mon idée de départ se transforme et se restreint. Donc, on a un effet entonnoir vers la chose la plus favorable pour être capable de gagner la partie. On s'en va de plus en plus vers une solution finale qui est la plus optimale. Donc, on restreint en fait nos opportunités, on restreint ce qu'on va faire pendant notre tour à une chose qui est la plus optimale possible à faire pour être capable de remporter la partie. Évidemment, on pourrait décider de ne pas faire ça dans Pandémie et ça se peut qu'on gagne quand même parce qu'il y a quand même le côté du hasard des cartes. Mais ça reste que habituellement, en règle générale, si l'on veut bien jouer le jeu, on se doit de vraiment optimiser toutes nos actions parce que le temps est compté et surtout, on veut être capable de bien gérer le hasard. Maintenant, si on s'en va un peu plus bas dans le graphique, on pourrait avoir par exemple ici un moins 2,2. Ça pourrait être Wingspan. Et là, je m'explique. C'est rien, encore une fois, contre le jeu. C'est juste, si on suit mon idée, si on suit mon hypothèse, Wingspan se retrouverait probablement là. Parce que l'interaction dans le jeu n'est pas une interaction qui est flamboyante ou qui est énorme dans celui-ci. En fait, la seule interaction qu'il y a, elle va se retrouver dans deux sections du jeu, c'est-à-dire la première dans la sélection de dés. Donc, ce que les autres joueurs vont sélectionner comme dés va me restreindre dans mes choix. Et surtout, quand un joueur va lancer tous les dés dans la mangeoire, ça va faire en sorte que Wingspan, ça va faire en sorte que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et pour moi, le hasard dans un jeu, moi je le considérais comme restrictif parce que ce n'est pas quelque chose que tu peux prévoir à long terme. Donc un jeu qui est basé seulement sur le hasard a souvent des interactions qui sont restrictives. Donc, c'est pour ça que Wingspan, ça c'est la première interaction. La deuxième, c'est les cartes disponibles dans la rivière. Et les cartes qui sont là, on en a 3 qui sont disponibles. Et si un joueur en prend une et il en révèle une autre, on est soumis aux lois du hasard, encore une fois, à cause qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir. Mais au-delà de ça, ça se peut que le joueur prenne la carte que je voulais avoir ou encore même décide tout simplement de retirer cette carte-là, la prendre pour me bloquer. Donc voilà, donc, c'est pour ça que pour moi, l'interaction dans Wingspan, elle est restrictive, mais elle est quand même nécessaire parce qu'on a une course à objectif. C'est pourquoi est-ce qu'on a le 2. Donc elle est nécessaire pour qu'on puisse être capable d'acquérir le plus de points possible. Mais c'est pas nécessairement une interaction qui est primordiale dans le jeu. Le principe des objectifs pourrait ne pas exister et Wingspan pourrait quand même exister quand même. C'est pour ça qu'il n'est pas super élevé dans l'échelle de l'interaction. Un autre jeu qui pourrait se retrouver encore plus proche d'ici, ce serait Feast for Odin, donc à la gloire d'Odin. C'est simple, c'est quasiment du solitaire ce jeu-là. Tu peux jouer en solo, il n'y a pas de AI ou quoi que ce soit, tu fais juste beat your own score, je pense. Mais je ne veux pas me lancer là-dessus, mais je veux juste expliquer que au final, quand tout le monde joue ensemble, le joueur ayant le mieux performé va gagner. Mais tu sais, si moi, j'ai ma première partie, je l'ai fini à 101 points, puis que je l'ai fini à 130, je vais quand même avoir une certaine satisfaction parce que je me suis battu moi-même. Donc, ma
performance n'est pas nécessairement basée sur comment est-ce que les autres ont bien fait, mais davantage comment est-ce que moi j'ai bien fait, contrairement à mes performances auparavant. Puis quand un joueur va prendre un espace, oui, ça restreint, mais ça fait en sorte qu'il y a quand même une soixantaine d'espaces sur le plateau des espaces d'ouvriers. Donc, c'est sûr certain qu'il y a toute une manière de pouvoir se débrouiller sans avoir l'espace que l'on convoitait en question. On va aller maintenant dans ce coin-ci du diagramme. Donc, on pourrait parler de plusieurs jeux de Martin Wallace, mais je vais parler principalement de Brass. Donc, pour moi, Brass se retrouverait probablement ici au milieu, selon moi, et c'est simple. C'est que Brass en tant que tel a besoin d'un certain niveau d'interaction pour exister, mais chaque coup que tu vas faire n'est pas nécessairement basé sur ce que les autres ont fait. Tu peux avoir 50% du temps des coups que toi tu avais planifiés d'avance, que tu voulais créer à l'avance, alors que 50% du temps, du reste du temps, ben, tu vas le faire en considérant ce que les autres vont faire. Et la plupart du temps, les coups qui sont joués à Brass vont créer des opportunités aux autres joueurs. Donc, un autre joueur pourrait facilement livrer de la marchandise ou même te permettre, dans Brass Birmingham, prendre ta bière, dans Brass Lancashire, utiliser ton port. Donc, il y a vraiment beaucoup d'opportunisme qui est créé parce que ça va te créer des points. Maintenant, ça ruine, oui, tes plans à long terme, mais c'est pas une opportunité qui est restrictive parce qu'elle te ramène quelque chose, elle te ramène une récompense. Peut-être pas aussi grande que tu l'aurais voulu, mais ça reste quand même que c'est opportuniste parce qu'on a créé une nouvelle avenue aux autres joueurs qui ont fait quoi. Il y a certaines personnes qui pourraient s'obstiner avec moi qui diraient non, c'est pas vrai, on me bloque souvent à Brass. Ben, je pense que l'idée derrière Brass, en ayant entendu parler Martin Wallace, c'était de créer un jeu où est-ce que les autres font de quoi et ça crée un opportunisme. Et le joueur qui gagne, c'est pas celui qui a mieux créé une stratégie, selon moi, c'est vraiment celui qui a été le plus opportuniste sur qu'est-ce que les autres proposaient. Enfin bref, je suis pas là pour parler de ça, désolé, je m'étale encore une fois. Mais tout ça pour vous dire que l'interaction entre les joueurs va être très 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 distinguée. Quand on parle de ici, tout ce qui est en bas du diagramme va être une manière pour nous de pouvoir prévoir à long terme. Parce que les autres joueurs ne nous créent pas ou ne nous enlèvent pas des opportunités et on va être capable de pouvoir créer de la stratégie à long terme sans problème en étant ici. Alors que dans les deux extrêmes, on se retrouve avec des jeux qui sont continuellement sujets au changement, donc plus de tactique, plus d'interaction, donc on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va faire à l'avance, il faut tout le temps s'adapter à ce que les autres joueurs veulent faire. Oui, on peut avoir des objectifs à long terme, mais ça ne fait pas en sorte que on n'est pas capable ça ne va pas changer en cours de partie, ou ça va peut-être s'accomplir, mais au final, c'est peut-être pas ça qui devient le plus optimal possible pour être capable de gagner. Maintenant, comme je vous ai expliqué, il y a des exceptions à la règle, et je vais vous en donner un concret par rapport à une vidéo que j'ai faite dernièrement qui se nomme « Pourquoi je n'aime pas ?» Anachronie, je vous explique dans celle-ci les raisons qui me poussent à déprécier Anachronie dans son ensemble. Ça a suscité beaucoup de discussions et ça a fait en sorte que, bon, j'aimerais ça le réessayer, peut-être c'est moi qui n'ai pas eu la bonne approche. Enfin bref, je pense qu'Anachronie pourrait tomber dans une exception à la règle de ce continuum-là, parce qu'Anachronie, selon moi, va se retrouver probablement, même avec les discussions que j'ai eues, se retrouverait probablement dans ce coin-là, c'est-à-dire qu'il y aurait une interaction qui est punitive, donc moins 10, je vais le faire comme du monde, hein, Vince, on va y aller, ça te déstabilise de changer de coin, hein, et mettons, on va faire 5, comme ça. La raison, en fait, pour laquelle je le mets à moins 10, c'est parce que toutes les opportunités, toutes les choses que les autres joueurs vont faire vont habituellement ça va habituellement être punitif, dans le sens où est-ce qu'on va avoir tout d'abord les espaces d'ouvriers. Donc les espaces d'ouvriers sont très 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 convoités par tous les joueurs, et quand un joueur place son ouvrier, ben ça restreint, donc ça punit les autres joueurs, ça les bloque dans ce qu'ils veulent faire pendant leur tour. Et finalement, bon, certaines personnes seraient prêtes à argumenter, oui, mais là, si un joueur choisit une tuile bâtiment, ça peut peut-être te permettre d'avoir un nouveau bâtiment qui serait plus favorable à ton plateau personnel.
Oui, mais encore là, c'est une question de hasard. Donc, on n'est jamais soumis, on est toujours soumis au hasard de comment est-ce que les bâtiments sont placés, mis à part pour ceux qu'on accumule un par-dessus l'autre. Mais encore là, la plupart du temps, si un joueur va sélectionner un bâtiment, ben malheureusement, ça va créer une interaction qui est restrictive, c'est-à-dire que on retire un bâtiment que je convoitais ou on révèle un bâtiment que je veux pas nécessairement, que je voulais davantage pour ça, ou un joueur va le prendre pour me bloquer, etc., etc. Donc, vous comprenez ce que je veux dire par... J'espère que vous comprenez ce que je veux dire par restrictive. Donc, voilà, ça veut pas dire que le jeu est mauvais, ça veut juste dire que je pense que, selon moi, Anachronie se retrouverait ici. Et, dans le fond, interaction au niveau 5, c'est que 50% du temps, on va devoir se battre pour les espaces qu'il y a sur le plateau principal. Donc, le placement d'ouvriers devient important à ce moment-là. Et 50% du temps, on va le passer sur notre plateau personnel pour activer nos différents bâtiments que l'on a acquis. Donc, ce qui va faire en sorte qu'on a 50% d'une interaction qui est individuelle et 50% d'une interaction qui se fait autour de la table. Donc, c'est pour ça, moi, que je placerai Anachronie là. Maintenant, à quoi ça sert tout ça? Pourquoi est-ce que, moi, dans le fond, je vous parle de tout ça? Ben, c'est parce que, en tant que tel, quand on commence à jouer à de plus en plus de jeux, on commence à apprécier davantage certains types de jeux. Et ce type de diagramme-là me permet, moi, de pouvoir voir, OK, est-ce que c'est un jeu que je vais avoir tendance à apprécier ou est-ce que c'est un jeu que je vais avoir tendance à déprécier? Dans le sens où est-ce que moi, le type d'interaction que j'aime se retrouve habituellement de ce côté-là du continuum. Et finalement, les jeux que j'aime beaucoup se retrouvent habituellement tout autour d'ici. Donc, toute cette catégorie-là de 5,5 jusqu'à 10,10, habituellement, c'est des jeux qui vont me charmer. Donc, évidemment, moi, les jeux coopératifs, c'est moins ma tasse de thé. J'apprécie plus ou moins ça. Mais par contre, je suis capable quand même d'apprécier certains jeux comme ça. Comme par exemple, Too Many Bones. Ben encore là, Too Many Bones, il serait peut-être un peu plus bas, mettons, ce serait pas un moins 10. Mais bref, il y a beaucoup de jeux coopératifs comme ça que j'aime énormément. Et il y a des jeux ici, en fait, qui sont dans le bas ici que j'aime bien. Agricola en est un, par exemple. Ou encore d'autres jeux qui vont nous restreindre. Je pourrais vous en sortir plusieurs autres. Mais pour l'instant, mon but n'est pas nécessairement de vous sortir tous les jeux que j'aime, mais vraiment de vous montrer, moi, si un jeu m'offre ce type d'interaction-là, je risque de l'apprécier davantage, alors que s'il se retrouve dans ce continuum-là, ça se peut fort bien que ça ne soit pas un grand gagnant pour moi. Donc, c'est ce qui conclut, en fait, toute cette charte-là, ce diagramme-là. Et moi, j'aimerais savoir quel est votre espace, vous, dans lequel vous appréciez les jeux. Ce serait où dans ce diagramme-là? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagramme-là? Est-ce que vous changeriez certains jeux que j'ai placés dans celui-ci? Évidemment, j'ai juste donné quelques exemples. On pourrait parler longtemps d'exception à la règle. Dans ce jeu-là, il y a telle règle. Mais le but, c'est vraiment de vous donner un aperçu puis une idée de qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête quand j'ai décidé de créer ce diagramme-là. Donc, cette hypothèse-là, qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout, si vous avez apprécié la vidéo, ben laissez-moi un petit commentaire positif. Dites-moi si vous voulez que je continue à faire des vidéos comme ça. Ça me ferait grand plaisir. J'aime énormément ça, faire ça. Donc, réfléchir à la théorie derrière le jeu de société. Laissez-moi un petit pouce vers le haut. Ça va faire du bien. Si vous n'avez pas apprécié la vidéo, dites-moi pourquoi. Laissez-moi un commentaire. Je tente toujours de m'améliorer. On tente toujours de s'améliorer à l'école du jeu pour vous plaire. Alors voilà, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, nous liker sur Facebook et de nous suivre sur Instagram. Sur ce, c'était Vince de l'école du jeu et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.